Chapitre 2. Ouest. Il était masqué, bien entendu. Il l'était toujours. Seul un imbécile s'introduirait clandestinement dans le donjon de la reine sans s'assurer de son anonymat. Et si ce coupe-jarret avait réussi à atteindre l'antichambre, c'est qu'il était loin d'être idiot. Dans la grande chambre à coucher de l'autre côté, Sabran dormait profondément. Les cheveux détachés et ses longs cils noirs reposant sur ses joues, la reine d'Inis était l'illustration parfaite du sommeil. Ce soir, c'était Rosalind Grace qui partageait sa couche. Toutes deux étaient inconscientes de l'ombre assoiffée de sang qui se rapprochait à chaque instant. Lorsque Sabran se retirait, la clé de son espace le plus intime était conservée par l'une de ces dames de la chambre. Catherine d'Hozier en avait pour l'instant la charge. Et elle se trouvait dans la galerie des corps. Les appartements royaux étaient gardés par des chevaliers du corps, mais la porte de la grande chambre n'était pas toujours surveillée. Après tout, il n'en existait qu'une seule clé. Aucun risque d'intrusion. Dans l'antichambre, ultime rempart entre la couche royale et le monde extérieur, l'assassin jeta un coup d'œil en arrière. Sir Gulland était revenu à son poste de l'extérieur, ignorant de la menace qui s'était introduite furtivement pendant son absence. Inconscient de la présence d'Éad, dissimulée par les chevrons, qui observaient le coupe-jarret toucher la porte qui le conduirait à la reine. Dans le silence, l'intrus tira une clé de son manteau et l'introduisit dans la serrure, où elle pivota. Pendant un long moment, il demeura immobile, attendant le bon moment. Celui-ci était infiniment plus prudent que les autres. Lorsque Land fut en proie à l'une de ces quintes de toux fréquentes, l'intrus entr'ouvrit la porte de la chambre. De sa main libre, il dégaina une lame, le même genre de lame que les autres avaient utilisé. Lorsqu'il bougea, Éad en fit autant. Elle se laissa silencieusement tomber de la poutre qui le surplombait. Ses pieds nus se posèrent sans bruit sur le marbre, alors que le coupe-jarret s'introduisait dans la pièce, la dague au clair. Elle lui ouvrit la bouche et lui enfonça son poignard entre les côtes. Elle lui couvrit la bouche et lui enfonça son poignard entre les côtes. L'assassin se débattit. Éad tint bon, veillant à ne pas laisser souiller par la moindre goutte de sang. Lorsque le corps s'immobilisa, elle l'allongea au sol et souleva le masque de velours que portait sa victime, à l'instar de ses prédécesseurs. Le visage d'en dessous était bien trop jeune, à peine sorti de l'enfance. Ses grands yeux troubles étaient rivés vers le plein fond. Éad ne le reconnut pas. Elle lui embrassa le front et l'abandonna sur le marbre. Dès l'instant où elle retourna se tapir dans l'ombre, elle entendit un appel au secours. Au point du jour, elle se trouvait sur les terres du palais. Ses cheveux étaient prisonniers d'une résille d'or parsemée d'émeraudes. Tous les matins, elle s'attelait à la même routine. Rester prévisible était une sécurité. Elle commença par aller trouver le maître des postes, qui confirma qu'il n'avait pas reçu de lettre à son attention. Puis elle se rendit au portail pour contempler la ville d'Ascalon, dans laquelle elle s'imaginait déambuler un jour, jusqu'à aboutir à un port et à un bateau qui la ramènerait au Lazia. Parfois, elle avisait quelqu'un qu'elle connaissait et ils échangeaient un signe de tête, presque imperceptible. Enfin, elle gagna le pavillon des banquets, où elle petit-déjeuna en compagnie de Margaret. Puis à 8 heures, ses obligations commencèrent. La première du jour était de dépister la blanchisseuse royale. Éad la retrouva derrière la grande cuisine, dans un renfoncement drapé de lierre. Un garçon d'écurie semblait compter du bout de sa langue les taches de rousseur sur son cou. « Bien le bonjour à tous les deux !» lança Éad. Les tourtereaux s'écartèrent l'un de l'autre avec un hoquet de surprise. Les yeux écarquillés, le latte détala comme l'un de ses chevaux. « Mademoiselle Durian !» La blanchisseuse lissa ses jupons et inclina respectueusement la tête pour la saluer. Elle avait rougi jusqu'à la racine des cheveux. « Oh, par pitié, ne dites rien à personne, mademoiselle, ou je serai perdue. »« Inutile de me faire la révérence, je ne suis pas une dame. » Éad sourit. « Je jugeais plus prudent de te rappeler que tu devais t'occuper de Sa Majesté tous les jours. Tu as fait preuve de relâchement dernièrement. »« Oh, mademoiselle Durian, j'avoue avoir eu l'esprit ailleurs, mais je suis tellement inquiète. » La domestique tordit ses mains calleuses. « Les servantes ne cessent de chuchoter, mademoiselle. Elles prétendent qu'une vouvrette a ravi du bétail près des lacs, il y a 2 jours. Une vouvrette. N'est-il pas effrayant que les serviteurs du sans-nom se réveillent ? Eh bien, tu viens justement de mettre le doigt sur la raison qui t'oblige à te montrer diligente dans ton travail. Ces serviteurs du sans-nom souhaitent voir Sa Majesté disparaître, car sa mort ramènerait leur maître dans ce monde.
Voilà en quoi ton rôle est vital. Tu dois impérativement chercher chaque jour la trace d'un poison sur ses draps et t'assurer que sa couche demeure pure et fraîche. Naturellement, oui, je vous promets de me montrer plus appliqué. Oh, mais tu n'as rien à me promettre. Tu dois t'engager devant le saint. Ehad inclina la tête en direction du sanctuaire royal. Va le voir sans tarder. Tu pourrais même en profiter pour demander pardon pour ton imprudence. Vas-y avec ton amoureux et implore sa clémence. Hâte-toi. Tandis que la blanchisseuse s'éloignait en courant, Ehad réprima un sourire. Jouer avec les nerfs des Initiens était presque trop facile. Son sourire mourut bientôt. Une vivrette avait effectivement osé voler le bétail des humains. Même si les créatures draconiques étaient sorties de leur longue torpeur depuis maintenant des années, elles se faisaient toutefois discrètes. Pourtant, on en avait aperçu plusieurs au cours des derniers mois. Que les bêtes trouvent l'audace de venir chasser dans les régions habitées ne présageait rien de bon. S'en tenant à l'ombre, Ehad effectua un large détour pour rejoindre les appartements royaux. Elle contourna la bibliothèque royale, évita l'un des pans blancs qui erraient sur les terres et pénétra dans les cloîtres. Le palais d'Escalon, édifice vertigineux de calcaire clair, était la plus vaste et la plus ancienne des résidences de la maison Béretnais, qui régnait sur le Rhénome d'Inis. Les dégâts subis par la nation durant le chagrin des siècles, au cours duquel l'armée draconique avait mené sa guerre d'1 an contre l'humanité, avaient depuis longtemps été effacés. Chaque fenêtre était ornée d'un vitrail multicolore. Le domaine accueillait un sanctuaire des vertus, des jardins aux pelouses bien entretenues, ainsi que l'immense bibliothèque royale et son clocher en marbre. C'était le seul endroit où Sabran acceptait de passer l'été avec sa suite. Un pommier se dressait au milieu de la cour. Ehad s'immobilisa en l'apercevant, le cœur serré. Il y avait 5 jours que Los avait disparu du palais au cœur de la nuit, en compagnie de Lord Kidston Sommière. Nul ne savait où ils étaient partis, ni pourquoi ils avaient quitté la cour sans autorisation. Sabran n'avait pas hésité à exhiber son trouble, mais Ehad avait gardé le sien pour elle. Elle se rappelait l'odeur de bois brûlé sentie pour la première fête de la communion, lorsqu'elle avait fait la connaissance de Lord Artelos Rue. Chaque automne, la cour se rassemblait pour échanger ses présents et se réjouir de leur appartenance au règne de la vertu. C'était la première fois qu'ils se rencontraient en personne, mais Los lui avait plus tard avoué s'être depuis longtemps renseigné sur cette nouvelle demoiselle d'honneur. Il y avait eu vent d'une sudienne de 18 ans, ni noble, ni paysanne, fraîchement convertie aux vertus de la chevalerie. De nombreux courtisans avaient vu l'ambassadeur de Ercir la présenter à la reine. « Je n'apporte ni bijoux ni or pour célébrer la nouvelle année, votre majesté, seulement une dame pour votre royale maisonnée, » avait déclaré Chassard. « La loyauté est le plus beau présent qui soit. » La reine elle-même n'avait alors que 20 ans. Une demoiselle d'honneur sans titre ni sans noble faisait un étrange cadeau, mais la courtoisie l'avait contrainte à l'accepter. Cela s'appelait la fête de la communion, mais la communion avait ses limites. Personne n'avait proposé à Ehad de danser ce soir-là. Personne, sauf Los, large d'épaules, plus grand qu'elle d'une bonne tête, la peau d'un noir profond et un chaleureux accent du Nord. Tout le monde à la cour connaissait son nom. Il était l'héritier de Boulodor, lieu de naissance du saint, et un proche ami de la reine Sambran. Mademoiselle Durian, l'avait-il abordé avec une révérence, si vous acceptiez de me faire l'honneur d'une danse pour me permettre d'échapper à la terne conversation du chevalier du trésor, je vous en serais infiniment reconnaissant. En contrepartie, j'irai chercher une cruche du meilleur vin d'Ascalon, dont la moitié vous reviendrait. Qu'en dites-vous ? Elle avait alors grand besoin d'un ami et d'une boisson plus forte. Ainsi, même s'il était Lord Artelos Rue, et même s'il lui était parfaitement étranger, ils avaient dansé 3 pavanes et passé le reste de la soirée auprès du pommier, à boire et à discuter sous les étoiles. En un rien de temps, une amitié était née. À présent, il était parti, et il n'y avait qu'une explication possible. Los n'aurait jamais quitté la cour de son propre chef. Certainement pas sans en informer sa sœur, ni sans demander congé à Sabran. Il avait donc été contraint.
Margaret et elle avaient bien essayé de l'avertir. Elle lui avait dit que son amitié avec Sabran, née dès leur tendre enfance, finirait par lui faire de lui une menace pour les prétendants de la reine. Il devait donc prendre ses distances avec elle, maintenant qu'ils étaient plus âgés. L'os n'avait jamais voulu entendre raison. Ehad secouait la tête pour se tirer de sa rêverie. En quittant les cloîtres, elle se tint à l'écart d'un groupe de servantes attachées à Lady Ygraine Crest, duchesse de la justice. Symbole de sa livrée était cousu sur leur tabard. Le jardin du cadran buvait la lumière matinale. Ses sentiers étaient baignés d'une lumière de la couleur du miel, et les roses qui bordaient les pelouses rougissaient discrètement. Les lieux étaient dominés par les statues des 5 grandes reines de la maison Béretnay, qui se dressaient sur un linteau au milieu de l'entrée de la tour obscure. Habituellement, Sabran aimait à se promener bras dessus bras dessous avec l'une de ses dames de compagnie, mais ce jour-là, les chemins étaient déserts. La reine ne serait pas d'humeur à se bagnauder alors qu'un cadavre avait été retrouvé si près du lit. Ehad s'approcha du donjon de la reine. Les vignes-bois qui serpentaient sur la façade croulaient sous leurs fleurs pourpres. Elle gravit les nombreuses marches à l'intérieur pour gagner les appartements royaux. 12 chevaliers du corps, revêtus de leur armure dorée et de leurs manteaux divers si nobles, flanquaient les portes de l'antichambre. Les motifs floraux couvraient leurs canons d'avant-bras, tandis que les armes de Béretnay trônaient fièrement sur leurs plastrons. Ils redressèrent brusquement la tête à l'arrivée d'Ehad. « Bon matin !» lança-t-elle. Ils se détendirent et s'effacèrent pour laisser entrer l'une des dames de l'antichambre. Ehad retrouva bientôt Lady Catherine d'Hozier, nièce du duc de la Communion. À 24 ans, elle était la plus jeune et la plus grande des dames de la chambre. Dotée d'une peau brune et lisse et de lèvres pleines, elle arborait une crinière crépue, d'un rouge si profond qu'il en paraissait presque noir. « Mademoiselle Durian, dit-elle, comme tout le monde au palais, elle portait le sinople et l'or de l'été. Sa Majesté est encore couchée ? Avez-vous pu trouver la blanchisseuse ? Oui, madame. Ehad fit une révérence. Il semble que des obligations familiales l'aient retenue. Aucune obligation ne prime sur notre devoir envers la couronne. Catherine lança un regard vers les portes. Il y a une nouvelle intrusion. Cette fois-ci, le scélérat était bien moins maladroit. Non seulement a-t-il réussi à atteindre la grande chambre, mais il en possédait la clé. La grande chambre ? Répéta Ehad, qui espérait paraître sincèrement choqué. Ça signifie que quelqu'un de la garde royale maisonnée, a trahi sa majesté. Catherine opina du chef. Nous pensons qu'il est arrivé par l'escalier dérobé. Cela lui aura permis d'échapper à la plupart des chevaliers du corps pour aboutir discrètement dans l'antichambre. Étant donné que cet escalier était scellé depuis... Elle soupira. Le sergent Portet a été congédié pour son laxisme. Dorénavant, la porte de la grande chambre ne devra jamais être quittée des yeux. Ehad acquiesça. Qu'attendez-vous de nous aujourd'hui ? J'ai une mission particulière à vous confier. Comme vous le savez, l'ambassadeur mentontoudien, Oscar Hutzeder, doit arriver ce jour. Sa fille a eu du relâchement dans ses tenues ces derniers temps, ajouta Atrien en se pinçant les lèvres. Lady Truide était toujours élégante à son arrivée à la cour, mais à présent... Tenez, elle avait une feuille dans les cheveux lors de l'oraison d'hiver. Quant à la veille, elle avait tout bonnement oublié sa gaine. Elle étudia Ehad longuement. Vous semblez savoir vous vêtir conformément à votre condition. Veillez à ce que Lady Truide soit prête. Oui, madame. Oh, Ehad, pas un mot sur l'intrusion. Sa Majesté ne souhaite pas semer le trouble à la cour. Naturellement. En repassant devant les gardes, Ehad coula un regard vers leur visage inexpressif. Elle savait depuis longtemps que quelqu'un laissait entrer des coupe-jarrets au palais. Et voilà qu'on avait confié au dernier d'entre eux la clé lui permettant d'atteindre la reine Inis dans son sommeil. Ehad avait la ferme intention de démasquer le coupable. À l'instar de la plupart des maisons royales, la maison Béretnay avait connu son lot de morts prématurées. Clorian Hir avait bu du vin empoisonné. Gilliane III avait régné qu'1 an avant d'être poignardée par l'une de ses domestiques. La propre mère de Sabran, Rosiane IV, avait succombé à une robe imprégnée de venin de basilic.
Nul ne savait comment cette tenue avait abouti dans la garde-robe royale, mais on soupçonnait un acte de trahison. Et voilà que les assassins revenaient s'occuper de la dernière descendante de la famille Béretnay. Ils se rapprochaient un peu plus de la souveraine à chacune de leurs tentatives. L'un d'eux s'était trahi en renversant un buste. Une autre avait été surprise à voler dans les galeries des corps. Un troisième avait hurlé des insanités devant les portes du donjon jusqu'à ce que les gardes interviennent. Aucun lien n'avait pu être établi entre les meurtriers en herbe, mais Ehad était convaincu qu'ils servaient le même maître. Quelqu'un qui connaissait bien le palais. Quelqu'un qui aurait pu voler la clé, la reproduire et la remettre en place en l'espace d'une journée. Quelqu'un qui savait comment ouvrir l'escalier dérobé, demeuré verrouillé depuis la mort de la reine Rosariane. Si Ehad faisait partie des dames de la chambre, du cercle de confiance de Sabran, protéger celle-ci serait plus aisé. Elle attendait donc que l'occasion se présente depuis son arrivée en Inis, mais elle commençait à croire que ça n'adviendrait pas. Une convertie sans titre ne faisait pas une candidate convenable. Ehad trouva Truide dans la chambre des coffres, où dormaient les demoiselles d'honneur. 12 lits étaient disposés côte à côte. Leur quartier était plus confortable ici que dans bien des palais, mais trop exigu au goût des filles de nobles familles. Les plus jeunes, hilars, faisaient les imbéciles avec des oreillers, mais elles cessèrent dès qu'Ehad apparut. La fille que celle-ci cherchait était encore au lit. Lady Truide, marquise de Zéeder, était une jeune femme sérieuse à la peau laiteuse, couverte de taches de son et aux yeux charbonneux. Elle avait été envoyée en Inis à l'âge de 15 ans, 2 ans plus tôt, pour y apprendre les manières de la cour avant d'hériter de son père, le duché de Zéeder. Il y avait chez elle une vigilance évoquant à Ehad celle du moineau. Elle passait de longues heures dans la salle de lecture, à mi-hauteur des échelles ou compulsant des ouvrages fragiles. Lady Triude, dit Ehad en se fendant d'une révérence. Qu'y a-t-il s'enquit la fille d'un air las. Son accent était toujours à couper au couteau. Lady Catriane m'a envoyé vous aider à vous habiller, répondit Ehad, si cela vous sied. J'ai 17 ans, mademoiselle Durian, et m'estime suffisamment maligne pour me revêtir moi-même. Les autres jeunes filles retinrent leur souffle. Je crains fort que Lady Catriane ne partage pas votre opinion, répliqua Ehad d'un ton égal. Lady Catriane se fourvoie. Nouvelle inspiration stupéfaite. Ehad se demanda s'il restait le moindre souffle d'air dans la pièce. Mesdames, lança-t-elle à la cantonade, allez chercher une servante et faites remplir la cuvette, je vous prie. Elles s'exécutèrent, sans la moindre révérence. Elle avait beau occuper une part plus importante qu'elle au sein de la maisonnée, elles avaient toutes le sang bleu. Truide contempla la fenêtre au plomb quelques instants avant de se lever. Elle alla s'installer sur le tabouret près de la cuvette. Pardonnez-moi, mademoiselle Durian, je suis d'humeur maussade aujourd'hui. C'est que je dors très mal ces derniers temps. Elle croisa les mains sur son giron. Si Lady Catriane le souhaite, vous pouvez m'aider à m'habiller. Elle semblait effectivement fatiguée. Ehad alla réchauffer du linge près du feu. Lorsqu'une domestique eut apporté de l'eau, elle vint se placer derrière Truide et rassembla ses boucles abondantes. Celle-ci, d'un vrai rouge de Garance, lui cascadait jusqu'à la taille. Une chevelure pareille était banale dans l'état libre de Mentondon de l'autre côté du détroit du Cygne, mais inhabituelle en Inis. Truide se lava la figure. Ehad lui frictionna les cheveux avec un onguent crémeux, puis rinça le tout et les démêla longuement. La fille n'ouvrit pas la bouche pendant tout le processus. « Vous sentez-vous bien, madame » ?»« Plutôt. » Truide fit pivoter sa bague de pouce, révélant une tache verte qu'elle dissimulait. Seulement, agacée par la présence des autres demoiselles et leur ragot constant. « Dites-moi, mademoiselle Durian, savez-vous quelque chose de maître Triam Sulliard, l'ancien écuyer de sir Marc Boulonnais ?» Ehad tamponna les cheveux de Truide à l'aide du linge réchauffé. « Pas grand-chose. Je sais juste qu'il a quitté la tour sans permission cet hiver et qu'il a contracté des dettes de jeu. Pourquoi ? Les filles parlent sans arrêt de son absence, inventant les histoires les plus folles. J'espérais apprendre de quoi les faire taire. Navré de vous décevoir.
Truide observa par-dessous ses longs cils auburn. « Vous avez naguère été demoiselle d'honneur. »« Oui. » Ead tordit le linge. « Pendant 4 ans après que l'ambassadeur Ud Ispad m'a amené à la cour. Puis vous avez été promue. Peut-être la reine Sabran me fera-t-elle un jour dame de l'antichambre à mon tour. Je n'aurai alors plus à dormir dans cette cage. Le monde entier est une cage aux yeux d'une jeune fille. » Ead lui posa la main sur les épaules. « Je vais chercher votre robe. » Truide alla s'asseoir devant le feu et se coiffa avec ses doigts. Ead la laissa se sécher. De l'autre côté de la porte, Lady Oliva Marchine, mère des demoiselles, bousculait ses protégées de sa voix pareille à celle d'un tournebourg. En observant Ead, elle lança avec raideur « Mademoiselle Durian ». Elle prononça son nom comme s'il s'agissait d'une maladie. Ead en avait pris l'habitude avec certains membres de la cour. Après tout, elle n'était qu'une Sudienne, née en dehors du règne de la vertu, ce qui rendait les initiés soupçonneux. « Lady Olivia, dit-elle calmement, Lady Matrienne m'a chargée de venir aider Lady Truide. Pourrais-je avoir sa robe ? » Suivez-moi. Olivia la conduisit dans un autre couloir, une mèche de cheveux gris s'échappa de sa coiffe. J'aimerais bien qu'elle mange. Elle va flétrir comme un bourgeon en hiver. Depuis combien de temps n'a-t-elle plus d'appétit ? Depuis la fête du début de printemps. Olivia lui jeta un regard dédaigneux. Donnez-lui fière allure. Son père sera contrarié s'il la trouve mal nourrie. Elle n'est pas malade, au moins. Je sais reconnaître les signes d'une maladie, mademoiselle. Ead eut un joli sourire. Peut-être un léger sourire. Peut-être un mal d'amour, alors ? Oliva fit la moue. C'est une demoiselle d'honneur, et je ne saurais tolérer aucun commérage dans la chambre des coffres. Veuillez m'excuser, madame, c'était une plaisanterie. Vous êtes la dame d'honneur de la reine Sabran, pas sa bouffonne. Oliva retira la robe de la presse avec un reniflement méprisant et la tendit à Ead. Celle-ci fit la révérence et prit congé. Elle arborait cette femme de toute son âme. Les 4 années qu'elles avaient passées en tant que demoiselles d'honneur avaient été les plus misérables de son existence. Même après sa conversion publique aux 6 vertus, son dévouement vers la maison Beretnen avait cessé d'être remis en question. Elle se rappelait les moments passés sur son matelas trop ferme dans la chambre des coffres, avec les pieds en compote, à endurer les quolibets des autres filles qui se moquaient de son accent du sud, et elle se demandait quelles hérésies avait bien pu commettre dans les Ircires. Olivia n'avait jamais tenté de les faire taire. Au fond d'elle, Ead avait su que cela finirait par se tarir, mais cela avait heurté sa fierté d'être ainsi ridiculisée. Lorsqu'un poste s'était libéré dans l'antichambre, la mère des demoiselles avait été trop heureuse de se débarrasser d'elle. Ead avait cessé de danser pour la reine et s'occupait à présent de vider sa baignoire et de nettoyer les appartements royaux. Elle disposait désormais de sa propre chambre et de meilleurs émoluments. Dans la chambre des coffres, Truide avait enfilé une chemise propre. Ead l'aida à mettre son corset et son jupon d'été, avant de l'habiller d'une robe de soie noire aux manches bouffantes et de pèlerines en dentelle. Une broche à l'effigie de son protecteur, le chevalier du courage, miroitait sur son cœur. Tous les enfants du règne de la vertu choisissaient leur chevalier patron le jour de leur 12e anniversaire. Ead portait une broche différente, une gerbe de blé pour la générosité. Elle l'avait reçue à l'occasion de sa conversion. « Mademoiselle, dit Truide, les autres demoiselles d'honneur prétendent que vous êtes une hérétique. »« Je dis mes oraisons au sanctuaire, contrairement à certaines d'entre elles, » se défendit Ead. Truide scruta son visage. « Est-ce qu'Ead Durian est votre véritable nom ?» s'enquit-elle subitement. « Ça ne sonne pas très hertzien. » Ead ramassa un rouleau de ruban doré. « Vous parlez donc hertzien, madame ?»« Non, mais j'ai lu les histoires sur le pays. »« La lecture, fit Ead d'un ton badin. Un passe-temps dangereux. » Truide la dévisagea d'un air mauvais. « Vous vous moquez de moi. »« En aucune manière. Les histoires recèlent de grands pouvoirs. » Toutes les histoires germent d'une graine de vérité, renchérit Truide. Elles regorgent de connaissances dissimulées. En ce cas, je vous fais confiance pour employer la vôtre à bon escient. Ead fit glisser les doigts parmi les boucles rousses. Et puisque vous tenez tant à le savoir, non, ce n'est pas mon vrai nom. C'est ce que je me disais. Alors quel est-il ? Ead sépara 2 mèches de cheveux et les tressa avec le ruban. Personne ici ne l'a jamais entendu. Truide haussa les sourcils.
Pas même Sa Majesté? Non. Ead fit pivoter la fille afin de lui faire face. La mère des demoiselles s'inquiète pour votre santé. Êtes-vous sûre d'aller bien? Truide hésita. Ead lui posa une main amicale sur le bras. Vous connaissez l'un de mes secrets. Nous sommes liés par un vœu de silence. Vous êtes enceinte, n'est-ce pas? Truide se raidit. Pas du tout. En ce cas, qu'y a-t-il? Ça ne vous concerne pas. J'ai l'estomac fragile, voilà tout. Depuis le départ de Maître Sulliard. Truide la dévisagea comme si elle l'avait giflé. Il est parti au printemps, reprit Ead. Lady Oliva affirme que vous n'avez plus d'appétit depuis lors. Vous conjecturez trop, mademoiselle Durian. Beaucoup trop. Truide s'écarta d'elle, les narines dilatées. Je suis Truide Ut Zeder, de la lignée de Vatten, marquise de Zeder. L'idée même de m'abaisser à fricoter avec un simple écuyer. Elle lui tourna le dos. Dégagez de ma vue, ou je dirai à Lady Olivia que vous colportez des mensonges sur une demoiselle d'honneur. Ead se retira avec un léger sourire. Elle était à la cour depuis trop longtemps pour se laisser contrarier par une enfant. Oliva la regarda disparaître au bout du couloir. En sortant à la lumière du jour, Ead inspira à plein poumon l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Une chose était certaine, Truide Zut Zeder avait secrètement fréquenté Triam Sulliard. Ead mettait un point d'honneur à connaître les secrets de la cour. Si la mère le voulait, elle percerait également ce mystère à jour.